Bon, je suis allé voir l'Odyssée. Et c'était très bien. C'était très bien, mais il y a deux, trois trucs qui vont pas quand même. Allez, on en parle. Promets-moi de rentrer. Et si je ne peux pas? L'Odyssée est un film de Christopher Nolan, et je vais pas présenter Christopher Nolan quand même. Par contre, si vous ne l'avez pas vu, je vais vous recommander Le Prestige, qu'il a fait avant d'être ultra connu par Batman et Inception. C'est vraiment, pour moi, son meilleur. Voilà. Si vous aimez Nolan et que vous l'avez pas vu, vraiment, regardez Le Prestige. Regardez Memento aussi, qui est pas mal. Et comme son nom l'indique, donc l'Odyssée est l'adaptation de l'Odyssée d'Homère. Et je vais pas non plus me faire chier à vous raconter l'Odyssée parce que c'est l'Odyssée, quoi. Et je comprends qu'il y ait des grands classiques qui ne soient pas lus et que l'Odyssée puisse en faire partie, mais c'est génial, quoi, l'Odyssée. Attendez. Hop. Voilà. Ça, c'est mon exemplaire. Regardez un peu la tranche, comment elle est défoncée. Ça. Je l'ai tellement lu que la tranche, elle est en mauvais état. Ça doit être le livre que j'ai le plus lu avec l'Enfer de Dante. L'Odyssée, pour moi, c'est l'aventure parfaite. Voilà, même si le bouquin a 3000 ans, il y a tout dedans. Il y a tout. Il y a du voyage, il y a des créatures fantastiques, il y a des complots, il y a de l'amour, il y a des passages émouvants, il y a des choix moraux. Enfin, il y a tout. Voilà. Pour moi, toutes les histoires d'aventure découlent de l'Odyssée. Il y a déjà tout et très bien fait dedans. C'est juste incroyable. Donc autant dire que moi, j'attendais beaucoup de cette adaptation. Déjà parce que j'adore Nolan. J'aime pas tous ses films. Hein. Enfin, je pense que comme beaucoup de gens qui aiment bien Nolan, j'aime pas trop Tenet et Dunkerque. Même si Tenet, je lui reconnais des qualités techniques et Dunkerque, une belle photographie, j'aime pas. Et aussi parce que mon film préféré à moi, c'est ça. Alors, où est-ce qu'il est celui-là aussi? Parce que ce serait pas mal si je... Ce serait pas mal si je sortais à l'avance mes DVD avant de faire les tournages. Je gagnerais beaucoup de temps quand même. Putain, où est-ce qu'il est ce bâtard? Alors... Je vais être obligé de couper la vidéo si ça continue parce que je l'aurais pas retrouvé à temps. Tac, tac, tac. Putain. Ah, le voilà. Hop. Le choc des titans, la version de 1981. Oui, pas la version de 2010, hein. C'est pas la peine de la mentionner dans les commentaires, je vous préviens tout de suite. Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Un autre film d'aventure qui traite de la mythologie grecque, du mythe de Persée en l'occurrence, Persée qui a décapité la Gorgone pour aller tuer le Kraken. Et j'adore, c'est génial. En plus, il y a les effets spéciaux de Ray Harryhausen dedans. Ray Harryhausen, véritable légende des effets spéciaux en stop motion, donc avant qu'on ait des effets spéciaux en images de synthèse, c'était le GOAT incontesté des effets spéciaux. Et aussi, il y a Maggie Smith dedans, professeur McGonagall. Ou la grand-mère dans Downton Abbey. Bref, beaucoup de digressions pour dire que j'attendais beaucoup de ce film et que, sur le papier, tous les ingrédients sont réunis pour en faire un très bon film, avec aussi un casting 5 étoiles d'ailleurs, puisqu'on a quand même Anne Hathaway. Alors Anne Hathaway, elle est parfaite, comme d'habitude, là. Dès les 10 premières minutes, prestation impeccable, y a rien à redire, c'est vraiment fantastique dans ce film. Tom Holland. Et si vous pensez que Tom Holland ne se limite que à Spider-Man, vous allez avoir une grosse surprise parce qu'il est incroyable dans ce rôle de Télémaque. Je pense notamment à une scène où il pleure en entendant des nouvelles de vive voix de quelqu'un qui a vraiment connu son père, qui est tout droit tiré du bouquin d'ailleurs. Enfin, il est top. Voilà, vraiment, j'étais ultra scotché. Il est top en Télémaque. Matt Damon aussi en Ulysse, faut qu'on en parle quand même. Alors je sais pas vous, moi j'ai un truc avec Matt Damon, je sais que c'est un bon acteur, Will Hunting, Jason Bourne, tout ça, mais quand je le vois au cinéma, je vois Matt Damon. Il a tellement une tête reconnaissable que en général je le vois et je vois Matt Damon. Et là non.
Alors c'est peut-être la méga barbe ou alors c'est son jeu d'acteur qui est un cran au-dessus par rapport à d'habitude, mais pour une fois je vois pas Matt Damon et je vois vraiment un Ulysse au cinéma, donc une bonne perte de plus. Bon, il y a Zendaya aussi dans le rôle d'Athéna, bon, je vais pas en parler non plus parce que Zendaya tout le monde sait que c'est une bonne actrice. Même si là, à part une scène entre sa tenue de déesse grecque et son regard qui sonde les gens, on a un peu l'impression qu'elle est sortie 10 minutes du tournage de Dune 3, qu'elle a traversé la rue pour aller au plateau d'en face tourner ses scènes et qu'elle est repartie, quoi. Robert Pattinson aussi, rien à redire. Robert Pattinson, il est excellent aussi, ça c'est pas nouveau. Il y a deux petites perfs que je trouve un petit peu en dessous. Il y a John Bernthal, alors c'est pas que je le trouve en dessous des perfs en fait. C'est juste qu'il a ce rôle de brute qui colle à la peau et on lui demande de jouer un peu ça encore, alors que c'est un super acteur qui a un panel vachement plus large que ça. Enfin, regardez la série The Bear par exemple. Et il y a Elliot Page qui revient au ciné après une petite pause quand même, mais qui a un rôle un peu anecdotique. Donc voilà. Bon, on a un réalisateur 5 étoiles. On a un casting 5 étoiles, on a un matériau de base 5 étoiles, jusque-là, tout est nickel. Et parlons du scénario d'ailleurs, un truc qui est génial avec ce film, c'est qu'en 2h53, on a toute l'Odyssée. Alors, je l'ai pas relu avant, donc peut-être il manque des trucs, mais en tout cas, tous les chapitres marquants sont là, il en manque aucun. Nolan a réussi à caser l'intégralité de l'Odyssée dans un film de moins de 3 heures, c'est une performance. Je veux dire, sans parler des réécritures ou quoi, grosso modo, vous enlevez juste la partie où les dieux se parlent entre eux, et tout le reste, c'est dans le film. Chapeau. Il y a le cyclope, il y a les géants. Perso, je me rappelais pas qu'il y avait des géants dans l'Odyssée, c'est pas un passage qui m'avait marqué plus que ça. Il y a Circé. Oh, mon dieu. Circé. La séquence avec Circé, on va en parler tout de suite, elle est incroyable, c'est la meilleure séquence du film. L'actrice, elle est ouf aussi. Je sais plus son nom, je le mettrai peut-être en sous-titre si je le retrouve. Nolan, il part dans un registre en fait où on le connaît pas et il s'exécute avec brio. La séquence, elle est incroyable. Voilà. Je veux pas vous spoiler au cas où vous auriez pas lu le bouquin, quand même. Là, je vous réserve la surprise, mais c'est la meilleure séquence du film. Elle est ouf. Les sirènes, Charybde, Scylla. Tous les passages sur Ithaque, il y a même des trucs qu'on s'attendrait à ce qu'ils soient coupés qui sont quand même inclus dans le film. Je vous ai parlé du passage avec Tom Holland là, donc de Télémaque qui va voir le roi Ménélas pour avoir des nouvelles de son père. Ça typiquement je m'attendais pas à le voir dans le film, c'est le genre de truc que tu cut pour gagner du temps quoi. Pareil avec un passage où Ulysse va en enfer s'adresser à des morts pour savoir comment rentrer et discute avec Agamemnon. Je m'attendais pas à voir ça dans le film. Et le film se paye même le luxe d'avoir des flashbacks de l'Iliade, donc la guerre de Troie avant l'Odyssée. Non, franchement, respect et bravo à Nolan d'avoir réussi à mettre tout ça dans son film. Alors forcément, à vouloir caser autant de trucs, certains passages se retrouvent un petit peu expédiés et c'est dommage. Voilà. Typiquement, là où la séquence avec Circé, elle est de bonne longueur et elle a bénéficié d'énormément de travail, les séquences Charybde et Scylla et les sirènes sont un poil expédiées à mon goût et je trouve ça dommage. Notamment parce que j'avais super envie de voir Nolan nous montrer des vraies sirènes. Oui, une sirène grecque, c'est ça. La sirène poisson, c'est arrivé bien après. Bien après. Bon là, c'est dommage, les sirènes, on les voit de loin et très vite. Voilà. Et c'est un problème inhérent à vouloir mettre autant de trucs dans un film. Et je comprends en gros, voilà, le réalisateur, il a dû faire des choix de ce qu'il allait prendre le temps de traiter ou pas. Et il a choisi de garder ce qui servait plus le propos de son film. Tiens, typiquement aussi la scène où la nourrice reconnaît Ulysse en lui lavant les jambes et en voyant sa cicatrice, scène qui est super émouvante dans le bouquin, et là elle est expédiée en 2-2 et elle sort de nulle part même. Parce que la nourrice, on ne l'a pas vue du reste du film. Voilà. C'est un peu dommage. Et allez pas dire que je spoil, parce que le bouquin a 3000 ans quand même. Au bout d'un moment, on peut pas spoiler un bouquin qui a 3000 ans. Voilà. Désolé, c'est comme ça. Jésus-Christ meurt à la fin, Roméo et Juliette meurt à la fin, Harry Potter tue Voldemort. Voilà. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé dans le film aussi, c'est la réalisation. Je parle pas du choix de l'IMAX ou pas, mais j'aime beaucoup par exemple la façon dont Nolan
filme une tempête en mer. Si je vous dis tempête en mer, vous pensez sûrement à une alternance entre des plans très larges où on voit le bateau se débattre contre des vagues gigantesques, entrecoupés avec des plans rapprochés où on voit l'équipage qui subit l'effet des vagues. Et bah là, pas du tout. Nolan filme les tempêtes en huis clos sur le bateau, en fait, avec des angles rapprochés, ce qui fait qu'on voit quasiment pas la mer, en fait. On voit vraiment que l'équipage sur le pont. Et c'est super intéressant parce que ça donne un côté presque film d'horreur, avec la tempête qui peut frapper de n'importe où, et ça accentue vraiment la violence des vagues. Et je trouve que c'est une super idée et que ça marche super bien. Bon, donc la réal, ça va aussi, donc tout va bien en fait dans ce film, c'est un chef-d'œuvre. Et bah non. J'aurais vraiment voulu adorer ce film, mais en fait non. Déjà, il y a des trucs que j'aime pas, mais que je comprends parce que forcément ma vision de l'Odyssée n'est pas la même que celle du réalisateur, donc il y a des choix qui vont pas me plaire, mais c'est normal. C'est pas ça les vrais défauts de film, même si je pense que ça mérite qu'on en parle un tout petit peu. Typiquement, je trouve que le design de Scylla est dégueulasse. C'est vraiment à 100 lieues de ce qui est écrit dans le bouquin. J'ai pas compris ce choix-là. J'en ai déjà parlé, voilà. La séquence avec la nourrice d'Ulysse, qui est une de mes préférées dans le bouquin, elle est ratée et ça me plaît pas. Et ouais, je trouve ça bizarre d'avoir mis autant de temps dans la séquence des géants et pas dans d'autres séquences plus fortes du livre. Bon, en vrai, la séquence avec Charybde et Scylla, elle est de bonne durée par rapport à l'épisode dans l'Odyssée. C'est juste que ça fait mal parce que la séquence avec les géants, bah je la trouve pas ouf du tout en fait. Elle est pas super intéressante. Alors oui, il y a les effets pratiques. Nanana, il a pris des cascadeurs très petits et des mecs de 2,10 m pour forcer la perspective et voilà. Mais en fait, c'est pas hyper bien filmé non plus. C'est pas hyper intéressant. C'est dommage que ça prenne autant de temps du film où finalement tu t'ennuies un peu alors que t'aurais aimé voilà plus de sirènes ou plus d'autres trucs. Et un des vrais défauts du film, je trouve, ce qui me dérange un peu, c'est la fin. C'est ce que Nolan raconte avec ce film en fait. Bon là je vais spoiler parce qu'il s'agit d'un truc que Nolan a écrit pour mettre dans le film plutôt qu'un truc qui est vraiment dans l'Odyssée. Donc si vraiment vous voulez pas être spoilé, je vous mets un petit écran noir avec un timecode et on se retrouve juste après. Le film tourne autour de deux fils rouges en fait. Il y a la loi de l'hospitalité chez les Grecs qu'ils appellent la loi de Zeus dans le film. En gros, ça dit honore ton invité parce que tu sais pas si c'est pas un dieu déguisé en homme qui vient te tester. C'est d'ailleurs ça qui dans le bouquin justifie le squat de la maison d'Ulysse par des prétendants pendant 2 ans. Tu les vires pas parce que c'est des invités. Il y a ça et il y a cette histoire d'un mystérieux peuple des mers, une espèce de menace fantôme qui annoncerait l'effondrement de la civilisation. Et à la fin du film, on comprend qu'en fait, ce fameux peuple des mers, cette menace, c'est Ulysse et ses hommes qui, en fait, ont d'eux-mêmes provoqué le déclin de la civilisation en brisant la loi de l'hospitalité avec le stratagème du cheval de Troie pendant la guerre de Troie. Et là où l'idée, je la trouve plutôt intéressante en vrai, je la trouve très très mal amenée pour 2 raisons. Déjà, il y a la direction du jeu d'acteur de Matt Damon. Et je parle bien de la direction du jeu d'acteur, pas du jeu d'acteur de Matt Damon, parce que je l'ai déjà dit, Matt Damon il joue bien dans ce film. À aucun moment on le sent rongé par la culpabilité en fait. Il y a bien une scène chez Calypso où il dit que il a l'impression qu'il ne veut pas rentrer, mais à côté de ça, quand il est confronté à des choix moraux pour sauver ses hommes, il est plutôt très binaire. Ces hommes qu'il a pas l'air de désapprouver ou de réprimander pendant tout le film d'ailleurs. Donc ça colle pas trop avec la morale du film, je trouve. Et deuxièmement, la scène du sac de Troie, elle est assez basique. Alors oui, il découpe des statues de dieux, il tue des femmes. Alors on nous montre bien qu'il tue des femmes. 5 gros plans sur regarde, là on a pris une civile et on la tue. Mais c'est pas différent de n'importe quelle scène de pillage en fait dans n'importe quel film de guerre. Et l'accent est pas mis sur un côté inédit à cette époque
de cette bataille par rapport à une autre bataille en fait. Et même Matt Damon, du coup, il se balade dans la scène, il regarde un petit peu, mais il regarde sans avoir l'air particulièrement choqué ou traumatisé de ce qui se passe. À part un tout petit moment, mais encore une fois... Et par exemple, c'est marrant parce que le côté stress post-traumatique de la guerre appliqué à l'Odyssée, eh ben on l'avait également dans The Return, qui est sorti l'année dernière. Voilà, un film sur l'Odyssée, alors sur la fin de l'Odyssée. Il n'y a pas de fantastique, on est que sur le retour à Ithaque, avec Ralph Fiennes dans le rôle d'Ulysse et Juliette Binoche dans le rôle de Pénélope, et qui est pas mal aussi. Si vous aimez l'Odyssée, mais que vous voulez plus voir un drame qu'un film fantastique, et je vous le recommande aussi. Voilà, il est un peu passé sous le radar, mais il était très sympa. Puis Ralph Fiennes en Ulysse quand même, donc voilà. Bon allez, fin du spoil, je remets un carton noir pour dire que c'est terminé, et on va parler d'un autre défaut du film, et pas des moindres. Il y a un autre truc qui va pas dans le film, et je trouve que c'est grave, c'est la musique. J'ai pas d'autre mot pour la décrire, sinon qu'elle est nulle. Mais vraiment, genre, nulle part inspirée, quoi, à un point qu'il y a des moments où ça te sort du film, tellement t'es en train de te dire, c'est quoi cette musique pourrie, enfin, on est quand même dans l'Odyssée, on est quand même dans du Nolan, on attend un truc un peu épique, et là, voilà. Il y a une scène qui est censée être très émouvante et symbolique aussi, où Calypso explique à Ulysse que il faut qu'il parte seul sur un radeau en mer et qu'il subisse la colère de Poséidon pour être pardonné. Donc c'est presque comme un baptême métaphorique, quoi. Et donc Ulysse il est tout seul sur ce radeau, voilà, il se prend les vagues et tout, et d'autant que la musique est composée par Ludwig Göransson, et je dis pas qu'il a fait que des bons trucs, mais on lui doit quand même la musique de Oppenheimer et Black Panther. De trucs quand même où la musique tu t'en souviens, quoi. Bref, l'Odyssée c'était quand même cool, on a toute l'Odyssée dans un film, et ça c'est vachement bien. On a des acteurs excellents, et ça c'est vachement bien. Mais il y a des moments inégaux, voilà. Pour tout caser, il y a des moments qui vont un peu vite. Il y a des séquences qui auraient bénéficié à être plus courtes et moins de travail par rapport à d'autres. Et la musique, elle est vraiment pas inspirée. Et sur un truc de cette envergure, ça fait mal quand même. Donc voilà. Est-ce que c'est un bon film ? Oui. Est-ce que c'est un bon Nolan ? Eh ben, peut-être pas. Voilà. Moi, je le mettrais au fond du panier quand même, avec Tenet et Dunkerque vraiment tout en bas. C'est juste que Nolan, il fait tellement de bons films que au bout d'un moment, voilà, s'il faut les classer, il est en bas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film. C'est-à-dire qu'à l'échelle de Nolan, c'est quand même un peu décevant. Mais voilà, on a quand même toute l'Odyssée, c'est super cool. La séquence avec Circé, j'en reparle, elle est phénoménale. Et si ça peut donner à des gens l'envie de lire ou de relire l'Odyssée, ça c'est super, quoi. Vraiment, enfin, je le redis, hop, il est là mon bouquin, je le redis, ce bouquin est incroyable. C'est comme en fait, c'est comme quand t'as vu Fenêtre sur cour d'Hitchcock, tu te rends compte du nombre de films qui s'en sont inspirés et à quel point c'est devenu maintenant cliché en fait. Et ce bouquin c'est pareil, il y a tellement d'histoires d'aventure qui partent de là en fait, le voyage initiatique, tout ça, enfin c'est culte, c'est un classique parent de 10 000 autres histoires, quoi. Donc si le livre donne envie de le relire, voilà, c'est très cool. Et en vrai, voilà, il est quand même bien. Peut-être j'irai le revoir, notamment parce que je l'ai raté en IMAX et que je voudrais quand même en profiter en IMAX pour voir ce que ça vaut. Mais je sais pas si au-delà de ça, ça fera partie des films que je m'achèterai en DVD, quoi. Oui, j'ai des DVD, quoi. Je suis un boomer. Enfin bref, bisous. Et voyez les films.